Vous saviez que le seul enjeu climatique qui a évolué de manière positive ces dernières années est lié à votre frigo? Je vais vous expliquer comment on a stoppé le trou dans la couche d'ozone. En 1992, des centaines de chercheurs lancent une alerte. Si on ne fait pas demi-tour sur 9 grands enjeux environnementaux, le monde court à la catastrophe. L'un d'eux, c'est le trou dans la couche d'ozone. C'est en 1984 que des scientifiques se rendent compte qu'il se forme au-dessus de l'Antarctique. Et ce qu'il y a d'alarmant, c'est que ce trou s'agrandit au fur et à mesure des années. Pour rappel, la couche d'ozone, c'est un bouclier invisible qui se trouve autour de notre planète. C'est elle qui absorbe les rayons UV du soleil, dangereux pour les êtres vivants. En gros, sans elle, il n'y aurait pas de vie possible sur Terre. Du coup, lorsqu'on découvre ce trou dans les années 80, c'est un peu la panique et on se pose plusieurs questions. Déjà, comment ça se fait que la Terre perd sa couche d'ozone? Un mot, chlorofluorocarbures, ou plus communément appelé CFC. Alors je sais, dit comme ça ne vous dit rien, mais c'était des gaz qui étaient beaucoup utilisés dans les réfrigérateurs, les climatiseurs et les aérosols. Sauf que ces CFC restent dans la stratosphère, c'est une partie de l'atmosphère. Et combinés à des nuages polaires stratosphériques qui se forment à moins 80 degrés, ça provoque une suite de réactions chimiques qui mangent littéralement l'ozone. Dès 1974, les scientifiques Sherwood Rowland et Mario Molina démontrent la dangerosité des CFC pour la couche d'ozone. Sauf qu'à l'époque, les industriels crient au scandale et ils contestent leurs recherches. Mais 10 ans plus tard, leur théorie est confirmée par d'autres études. Alors entre ça et le trou qui continue de s'agrandir, les États finissent par agir. Et en 1987, plus d'une trentaine de pays signent le protocole de Montréal. L'objectif est de réduire drastiquement la production et la consommation de CFC. Et c'est bien ce qui va se passer au fur et à mesure des années, comme on peut le voir sur ce graphique. Les choses vont même s'accélérer puisque de plus en plus de pays vont signer le traité. Et en 2009, le protocole de Montréal devient le premier traité environnemental à avoir atteint la ratification universelle avec 196 États signataires. Il faudra cependant attendre 2060 pour que la plupart des CFC présents dans l'atmosphère disparaissent et que le trou se résorbe. Quand on arrête les émissions de ce gaz, c'est pas instantané puisqu'il reste très longtemps dans l'atmosphère. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, CFC11, ça reste à peu près 50 ans dans l'atmosphère. Et CFC12, on commence à voir aussi qui diminue. Lui, son temps de vie, c'est plutôt 100 ans dans l'atmosphère. Si le problème n'est pas totalement résolu, le trou dans la couche d'ozone semble se stabiliser. Et c'est déjà une bonne nouvelle, parce que si nous n'avions pas respecté le traité de Montréal, voilà ce qui se serait passé. Une couche d'ozone détruite au fur et à mesure des années, des radiations UV pouvant provoquer des coups de soleil en quelques minutes et beaucoup de cancers de la peau. 35 ans après la signature de ce protocole, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi n'arrivons-nous pas à faire la même chose aujourd'hui avec les accords de Paris? Ceux qui fabriquaient les CFC, en gros, c'était des gros industriels. À partir du moment où ça concernait, on va dire, 10 gros industriels, il suffisait de les convaincre et de les aider à développer des substituts à ces gaz-là. Ici, le problème du CO2 ou le méthane, qui sont les gaz à effet de serre, c'est que c'est chacun qui émet des gaz à effet de serre. Et donc, il faut complètement changer nos modèles sociétaux pour éviter qu'on émette du carbone dans l'atmosphère. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas juste 10 industriels à convaincre, c'est chaque individu et chaque pays de se réadapter pour se débarrasser des fuels fossiles, en fait.